Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Aujourd'hui, on va parler psychologie d'investissement. Et cette vidéo va être en fait le premier chapitre du livre de Howard Marks qui est la chose la plus importante. Ce livre est une mine d'or d'informations, je vous en parle un petit peu plus. À la base, déjà, je voulais faire un résumé du livre, d'accord, et faire une vidéo juste sur ça. Mais en fait, ça m'aurait pris au moins 5 heures parce qu'il y a tellement d'informations importantes dans ce livre que ça ne marcherait pas. Alors déjà, qui c'est Howard Marks? Eh bien, c'est tout simplement le cofondateur de Oaktree Capital Management. C'est un fonds d'investissement qui a plus de 189 milliards d'actifs sous gestion. C'est un fonds d'investissement haut de gamme qu'on retrouve aux États-Unis. Et ce brave homme, il a écrit un livre qui est en fait pas n'importe quoi, c'est juste un condensé des mémos qu'il a envoyés régulièrement à ses clients. Sur sa vision des marchés financiers. Et en fait, durant toute sa carrière, on lui a dit la chose la plus importante c'est, et à chaque fois, la fin de la phrase, c'était quelque chose de différent. Donc, ce qu'il a fait, lui, eh bien, c'est tout simplement, il a fait 18 chapitres dans ce livre, et c'est les 18 choses les plus importantes pour lui dans l'investissement. On ne parle ici pas de trading ou pas de ce genre de choses, on parle bien d'investissement. Et en plus de ça, ce livre, il a été commenté et enrichi par quatre personnes qui sont pas n'importe qui, donc qui gèrent également des fonds d'investissement. Donc c'est Christopher Davis, Joel Greenblatt, Paul Johnson et Seth Klarman. Si vous faites un petit peu d'investissement et vous vous intéressez un petit peu à la culture, vous savez forcément qui c'est. À chaque fois, de toute façon, on voit les fonds d'investissement qui gèrent. Et Warren Buffett, qui n'est évidemment pas n'importe qui non plus, a commenté ce livre en disant c'est une chose rare qu'un livre utile. Voilà la petite présentation de ce livre pour vous parler de quoi on parle. Et en fait, du coup, cette vidéo, elle est sur juste le chapitre 1 et vous allez voir déjà toutes les choses qui sont importantes dans un petit chapitre. Donc, quelle est la première chose la plus importante? C'est pas une hiérarchie des choses les plus importantes, mais c'est 18 choses qui sont toutes aussi importantes les unes que les autres. Et la première, c'est la pensée au second degré. On va détailler un petit peu ce que c'est. J'ai déjà fait une vidéo sur le système 1, système 2. C'est un petit peu la même chose pour commencer. Pour introduire cette notion, on va citer des investisseurs légendaires, donc Benjamin Graham, Charlie Munger et également Albert Einstein, qui n'est pas du tout un investisseur légendaire, mais qui nous dit une phrase très simple et à la fois très complexe. Pour commencer avec Benjamin Graham, il nous dit que l'art de l'investissement offre une caractéristique souvent méconnue. Avec un minimum d'efforts et de connaissances, l'investisseur moyen peut atteindre des résultats prévisibles, sinon spectaculaires. Ça, c'est exactement pour ça que j'ai fait une formation bourse, ok? Et dans la formation bourse, je vous explique comment faire tout simplement pour, investir dans un indice, dans le S&P 500, en DCA, d'une manière totalement facile, d'accord? Ça, c'est l'investisseur moyen. C'est pas du tout péjoratif, C'est justement que sans effort, on peut déjà arriver à des résultats spectaculaire. Et après, c'est si ça vous intéresse, si vous voulez battre le marché, et ben c'est la deuxième partie de la phrase, mais faire mieux que cette norme facilement atteignable nécessite beaucoup d'application et une grande sagesse. Voilà, la plupart des gens, en fait 95% des gens qui essayent de battre le marché, sous-performent le marché. D'accord? Ce qu'on appelle le marché, c'est tout simplement ça, en fait, c'est investir dans un indice. Donc, sous-performer un indice. Ensuite, la citation d'Albert Einstein, c'est tout devrait être rendu aussi simple que possible, mais pas plus simple. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, simplement, justement, que simplifier une chose au maximum, c'est une bonne chose, mais qu'une simplification excessive, ce serait oublier tous les détails et toutes les nuances, les notions en fait qui se cachent derrière. Donc simplifier et vulgariser, bien sûr, mais en gardant toutes les notions essentielles. Et enfin, Charlie Munger, ce n'est pas censé être facile. Celui qui trouve que c'est facile est stupide. Voilà, je suis 100% d'accord avec cette citation, et encore plus aujourd'hui où on est dans un marché qui est favorable dans les crypto-monnaies, vous allez peut-être entendre partout autour de vous que vous avez des personnes qui vont vous dire que c'est ultra facile, qu'il suffit d'acheter n'importe quoi, que ça va monter et tout. Et ce sera les mêmes personnes qui vont se faire défoncer dans un petit moment et qui vont perdre tout leur capital. Donc si vous trouvez que c'est trop facile, posez-vous les bonnes questions et cherchez où est le piège. Ok pour ces citations, donc là, en fait, je fais un petit récapitulatif. Avoir les performances du marché, très facile. Si vous ne savez pas comment faire, vous allez regarder ma vidéo formation bourse, franchement ultra facile. Je vous explique tout comment on fait, très 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 facile. Et ça peut déjà amener des très bonnes performances, en moyenne 10% par an depuis plus de 100 ans sur le S&P 500. Battre le marché par contre, ça va demander énormément de travail, de sagesse. Vous allez forcément perdre un moment, vous allez forcément douter. Vous allez voir que le cerveau est votre pire ennemi et il va falloir s'intéresser. C'est beaucoup de travail. C'est pas juste je veux battre le marché, je mets des ordres au hasard. Ça peut marcher un petit moment, on est d'accord, mais battre le marché sur le long terme,
hein, c'est bien de ça qu'on parle, et bien là c'est complètement autre chose. C'est pour ça que cette série de vidéos est dédiée à ça. Et que ce n'est pas moi qui vous l'explique à la base, mais des investisseurs qui ont vraiment réussi sur le long terme. Moi j'ai réussi sur le court terme, d'accord, mais le long terme c'est autre chose, on n'y est pas encore. Et réussir dans un marché qui est haussier, c'est très facile, d'accord? C'est au moment des crises et des marchés baissiers que l'on voit vraiment la différence puisqu'il y a toute la notion de gestion de risque. Alors, Howard Marks, il nous dit que l'investissement est en fait plus un art qu'une science. Il parle même de l'économie en général et il nous dit exactement qu'il faut bien comprendre que l'économie, ce n'est pas une science exacte parce que la science, eh bien, on peut faire des expériences contrôlées et qui nous donnent toujours le même résultat. D'ailleurs, c'est aussi ce que disait un grand sage qui nous disait que faire tout le temps la même chose en attendant un résultat différent, c'est la définition d'être fou. Et bien en fait, dans l'économie, eh bien ça peut fonctionner, puisque l'économie n'est pas une science et que ça change tout le temps. Ce serait trop facile. Donc déjà, tous ceux qui vous vendent des techniques de trading qui sont révolutionnaires, etc., eh bien, il faut comprendre que ce n'est pas vrai, que ça ne marche pas, ça ne peut pas marcher, tout simplement, puisque le marché n'est pas une constante. Donc ça a pu marcher pendant 5 ans, 10 ans, c'est vrai, mais du jour au lendemain, ça peut complètement changer. Si vous cherchez une solution magique, ça n'existe pas. On ne peut pas systématiser l'investissement. Il faut avoir en fait une méthode intuitive et adaptable. Si vous avez une méthode figée, ça ne marchera pas. Alors évidemment, ça ne vient pas tout seul, hein, l'intuition, on ne l'a pas au début, mais à force de faire des erreurs, de se prendre des cartons, de s'intéresser, de se former, de lire des livres, eh bien, on commence à comprendre et à développer cette pensée au second degré. On va d'ailleurs expliquer un petit peu plus ce que c'est que la pensée au second degré, parce que je vous en parle depuis le début. Alors, on a deux pensées, on va dire. On a la pensée au premier degré, d'accord? Donc, vraiment simpliste, superficielle, évidente, conforme, directe, traditionnelle, courante, conventionnelle, immédiate, unilatérale. Alors, on va expliquer un petit peu. En gros, c'est la pensée qui nous vient directement. D'ailleurs, dans la slide d'après, je vais vous montrer des exemples pour mieux comprendre. Mais en gros, c'est très simple, hein. Dites-vous que quand vous avez des informations que vous avez eues à la télé, à la radio ou quoi que ce soit, déjà dites-vous bien que si vous avez eu les infos, tout le monde les a eues, et que vous prenez une décision directement en vous disant j'ai entendu que LVMH allait avoir des mauvais résultats, donc je vends en panique parce que le titre va chuter, ok, donc ça c'est penser au premier degré, c'est évident, tout le monde peut penser la même chose, et à l'inverse, on va avoir la pensée au second degré, d'accord, qui va être plus profonde, plus complexe, plus nuancée. On va réfléchir, ce sera plus alambiqué, ça veut dire qu'on va aller chercher plusieurs ramifications, il n'y a pas qu'une seule explication, il n'y a pas qu'un seul paramètre, d'accord? Ça va être stratégique, analytique, non conventionnel, ça c'est aussi très important, et divergente, multidimensionnelle, ça rejoint un petit peu plusieurs adjectifs qui se recoupent, hein. Et du coup, comme pensée au second degré, sur LVMH, vous aurez pu dire tout le monde vend, tout le monde panique, donc c'est survendu, donc c'est une bonne opportunité d'entrée. Bon, c'est l'exemple le plus récent que j'ai, mais on va voir justement d'autres exemples pour bien expliquer ces deux degrés de pensée. Pensée du premier degré, très facile, c'est une bonne entreprise, j'achète l'action. Voilà. Dites-vous bien que n'importe quel investisseur est commencé par là au début, hein. Et moi le premier. Et ensuite, on se rend compte que l'action, elle ne monte pas, elle est surachetée. Et en fait, le prix descend. Donc la pensée au second degré, ça va être, une pensée contrariante, c'est une bonne entreprise. Mais tout le monde pense que c'est une entreprise extraordinaire, alors que ce ne l'est pas. Le titre est donc surévalué et surestimé, je vends. Alors attention, là ce que je suis en train de vous montrer, c'est des exemples de pensée, mais la pensée au second degré, ça c'est la conclusion de la pensée au second degré, d'accord? Il y a une analyse de l'entreprise, une analyse de sa valeur, une analyse du prix, voilà, d'accord? Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, justement du marché, des perspectives, de tout ce qui peut arriver. Et là c'est juste la conclusion du second degré. Pensée au premier degré, de toute façon, il n'y a pas de pensée derrière plus que ça, c'est LVMH est une bonne entreprise, le luxe ne mourra jamais, j'achète. Voilà, ça c'est typique basique, hein, je peux l'acheter le cours à 900, et puis finalement il retombe à 650, ça fait mal. Ok, autre exemple, les perspectives laissent penser à une croissance faible et à une hausse de l'inflation. Je me débarrasse de mes titres. En plus, c'est un exemple de contexte, donc c'est parfait. Et la pensée au second degré, ce serait l'inverse, hein. Les perspectives sont mauvaises, mais tous les autres sont paniqués et vendent. J'achète. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il va y avoir des bonnes opportunités d'achat. C'est aussi à mon avis ce qui est en train de se passer en ce moment avec la Chine par exemple. On est bien d'accord que c'est pareil, c'est la conclusion de beaucoup de réflexions, hein, parce que si l'entreprise, elle est mauvaise et que tous les chiffres nous disent qu'elle est mauvaise, elle ne va pas s'améliorer, hein. On ne rattrape pas un couteau qui tombe non plus. Et dernier exemple, je pense que les bénéfices de l'entreprise vont chuter, je vends, c'est ce que je vous ai dit avec LVMH par exemple. Et à l'inverse, je pense que les bénéfices vont chuter, mais moins que pensent les gens, et la bonne surprise fera remonter le titre
j'achète. Voilà, donc c'est ce qui s'est passé avec LVMH. D'ailleurs, là, c'était même l'inverse, il y a eu des bons résultats, puisque le marché avait extrapolé le fait que les 2 derniers trimestres étaient moins bons que prévu. Donc le prix a complètement chuté en pensant que le luxe était mort, que les résultats allaient être très mauvais, et finalement, ils ont été très bons, et il y a eu une montée de 13% juste à l'annonce des résultats. 13% sur la plus grosse capitalisation française, c'est déjà quelques euros. Et en plus, ça a provoqué un short squeeze assez marrant. Alors, très bien, mais comment on va pouvoir, eh bien, se servir de cette pensée au second degré concrètement? Eh bien, on va avoir plusieurs éléments. À chaque fois que vous voulez acheter des titres d'entreprise, il va falloir se poser beaucoup de questions. Et pas que se les poser, il va falloir analyser et y répondre aussi, hein. Et faire une synthèse, et c'est vous qui allez prendre vos propres décisions, et des fois, ça sera juste et des fois, ce sera faux. On ne peut pas avoir tout juste, on ne peut pas prévoir l'imprévisible. Mais il va quand même falloir se poser des questions si vous voulez avoir des bonnes performances sur le long terme et surtout gérer votre risque. Et d'ailleurs, vous verrez qu'il y aura plusieurs chapitres sur le risque parce que c'est plus important que le rendement à la base. Mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Alors, les questions. Quelle est l'étendue des perspectives futures possibles? Eh oui, quand on est dans un marché action, on se tourne vers l'avenir. Ok? Selon moi, qu'arrivera-t-il? Avec tous les éléments de contexte, on va créer des scénarios, d'accord? Des scénarios d'investissement. C'est pas juste se dire qu'est-ce qui va arriver. Oh, bah, je pense que ça va monter. Voilà, non, hein. On va créer des scénarios d'investissement. Qu'est-ce qui va se passer si le scénario est favorable? Qu'est-ce qui va se passer si c'est défavorable? Bah, d'ailleurs, ça va être des questions qui sont ensuite. Quelle est la probabilité que j'ai raison? On est toujours conscient qu'on ne peut pas avoir raison à 100%. En tout cas, si vous n'êtes pas conscient de ça, il va falloir que vous quittiez tout de suite le monde des investissements ou que vous l'appreniez à vos dépens. Ensuite, que pense le consensus? Et oui, parce que le consensus, c'est le marché en fait. Donc que pense le marché? Et en quoi mes attentes, elles diffèrent-elles du consensus? Puisque vous l'avez compris, pour pouvoir battre le marché, vous ne devez pas penser comme le marché. Si vous pensez comme le marché, vous ne pourrez pas le battre. C'est impossible puisque vous serez le marché, vous ferez partie du marché. Donc impossible. Donc pour se démarquer, il va falloir que vous ayez raison et que le marché ait tort. Et ça, il va falloir que vous ayez raison plus souvent que le marché et tort moins souvent du coup. Et d'ailleurs, Marx nous dit, qu'est-ce qui vous fait penser que vous êtes meilleur que le marché? Hein, il y a des millions de personnes en compétition, surtout quand c'est dans le domaine de l'argent. Alors, qu'est-ce qui va faire que vous allez être meilleur que le marché? Posez-vous les bonnes questions. Ensuite, analysez comment le prix actuel de l'actif s'accorde-t-il avec la vision du futur que porte le consensus. D'accord? Donc ça va être le rapport prix-valeur et avec ma propre vision. Donc si le consensus et votre propre vision, c'est la même chose, il ne va pas falloir rentrer sur ce titre. Je vous rappelle que les bénéfices se font à l'achat. Donc si vous rentrez dans un titre qui est au prix, eh ben naturellement, c'est pas une bonne affaire. Ça ne veut pas dire que ça peut pas monter, mais le rapport risque-rendement est bien inférieur que si vous aviez acheté ce même titre, mais bradé. Ensuite, la psychologie du consensus, hein, qui est intégrée dans le prix, est-ce qu'elle est trop haussière ou trop baissière? Le marché est fait d'humains comme nous, d'humains qui sont pleins d'émotions. Donc, comme les émotions jouent un rôle énorme, c'est très souvent sous-évalué ou surévalué. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on peut réussir à battre le marché et réussir à faire des gros profits. Et ensuite, bah, la chose la plus importante, hein, qu'arrivera-t-il au prix de l'actif s'il s'avère que finalement le consensus avait raison? Voilà, ça va être le scénario. Qu'est-ce qui se passe si en fait le consensus a raison et j'ai tort, ou alors, inversement, et si c'est moi qui ai raison, quand est-ce que je dois couper la position aussi? Qu'est-ce que je dois faire? Quelles sont mes perspectives? Voilà, l'investissement, c'est pas je jette une pièce au hasard, et puis je gagne, face tu perds. C'est marrant ça. On va récapituler ça avec une matrice, très simplifiée, très simple. N'oubliez pas, c'est jamais aussi simple que ça, hein. D'ailleurs, si vous voulez plus d'informations, j'ai évidemment mis le livre en lien en commentaire, puisque c'est bien plus détaillé dans le livre, hein, je ne peux pas expliquer dans une vidéo tout ce qu'il y a à l'intérieur. Mais cette slide résume pas mal de choses. Vous ne pouvez pas agir de la même façon que les autres et vous attendre à mieux performer. Et oui, si vous agissez de la même chose, attendez-vous au même résultat. L'originalité ne devrait pas être un but en soi, mais plutôt un mode de pensée. Si vous avez l'habitude d'agir comme tout le monde, et si ça vous dérange d'aller contre la norme, eh bien ça va être très compliqué pour vous de battre le marché. Mais bonne nouvelle, de toute façon, vous pourrez quand même faire de très bons investissements. Aujourd'hui, investir dans un ETF, dans un indice, c'est très simple, très facile et très rentable. Ce ne sera peut-être plus vrai dans 10 ans, dans 20 ans, mais dans le marché d'aujourd'hui, c'est encore vrai. Et si vous voulez battre le marché et que vous réussissez, eh bien vous allez faire beaucoup plus de gains. Par contre, si vous essayez de battre le marché et que vous perdez, vous allez perdre de l'argent. Alors justement, on a cette matrice simplifiée qui va nous dire en fonction de l'issue, si elle est favorable ou défavorable, est-ce que ça va être bien ou pas. Donc, comportement conventionnel, ce sera des résultats bons pour une issue favorable et dans la moyenne évidemment, parce que c'est la moyenne, une convention, un indice, très bien. Donc si un indice fait plus 10%, vous faites plus 10%,
S'il fait moins 10, vous faites moins 10, d'accord? C'est bon dans la moyenne. Et en cas d'issue non favorable, ils seront mauvais, mais dans la moyenne. Hein. Comme j'ai dit, si ça fait moins 10, vous allez faire moins 10, d'accord? Mais vous n'allez pas faire moins 30, moins 40. Alors que, justement, dans un comportement non conventionnel, si l'issue est favorable, vous allez avoir des résultats bien supérieurs. Si le marché paye plus 10, vous allez peut-être faire plus 30, plus 40. C'est complètement des exemples. Hein. Et l'issue non favorable, et ben si le marché fait moins 10 par exemple, et ben vous allez peut-être faire moins 30, moins 40, d'accord? Voire plus que ça d'ailleurs, parce que généralement les pertes vont encore plus. Il faut bien avoir ça en tête, ce n'est pas facile. Et Marx souligne bien, ainsi que plusieurs des investisseurs qui sont dans le livre, que ce n'est pas fait pour tout le monde. Ce n'est pas possible déjà physiquement et mentalement que tout le monde batte la moyenne. Et bien d'ailleurs c'est logique puisque la moyenne c'est une moyenne. Donc par définition, mathématiquement, tout le monde ne peut pas être au-dessus de la moyenne. Ça va d'ailleurs être la conclusion de ce premier chapitre. Si vous voulez devenir un investisseur rentable et qui fait ses propres investissements, ses propres recherches, il va falloir développer votre pensée au second degré. Mais tout le monde n'est pas un grand investisseur. La pensée au second degré, c'est un art qui demande beaucoup d'énergie et de talent. D'accord? Mais c'est pas impossible. Mais déjà, il faut s'intéresser et il faut prendre du temps. Mais déjà, si vous en êtes encore là, c'est une très bonne chose. Et ensuite, une petite citation de Marx. Pour avoir des résultats d'investissement supérieurs, vous devez avoir des avis non consensuels sur la valeur et ces avis doivent être justes. Et ça, c'est très important. Ce n'est pas juste aller contre le consensus, c'est aller contre le consensus quand le consensus se trompe. Et ça, ce n'est pas facile. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, mettre un petit thumbs up, à aller vous abonner bien sûr si ce n'est pas encore fait. Et en tout cas, pour l'heure, moi je vous dis bon investissement. Merci d'avoir regardé et à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, à plus!